Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chers abonnés de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de mettre un like sur cette vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout partager la présentation sur votre mur afin que vos amis puissent profiter. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui la partageront sur leur mur. Voilà. Je remercie également ceux qui inviteront leurs amis à s'abonner sur notre chaîne. Je fais cette présentation qui est intitulée « Pourquoi les États de la CEMAC sont incapables de payer leurs dettes à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et quel est le risque que cela fait courir à l'économie ?» Je répète, pourquoi les États de la CEMAC sont incapables de payer leurs dettes à la bourse mobilière à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et quel est le risque que cela fait payer à l'économie. Pour ceux qui suivent l'actualité, la République centrafricaine et la République du Congo-Brazzaville ont lancé ce qu'ils ont appelé le plan d'optimisation de la trésorerie. Le plan d'optimisation de la trésorerie. Façon de dire, voilà, c'est que ceux qui ont fait un peu ce qu'on appelle le tableau de financement, un statement of cash flow, comme on dit en anglais, lorsque vous avez un différé sur le paiement d'une dette, ça peut être une dette commerciale, ça peut être une dette financière, dans l'exercice fiscal, ça fait un supplément de cash flow. Ça veut dire que si historiquement l'État devait consacrer 500 milliards pour repayer les obligations, le principal et les intérêts à la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale, si l'État du Congo ou de la RCA ne les débloque pas, ne les décaisse pas, parce qu'il a consenti un réchelonnement, et qu'à l'issue du réchelonnement, il ne doit payer par exemple que 50 milliards. Par exemple, au lieu de 30, il doit payer 50 milliards, il consent à payer 50 milliards. 450 milliards en termes de cash flow dans la comptabilité nationale de cet État-là, ça devient un surplus de trésorerie. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça plan national d'optimisation de la trésorerie. Mais qui en réalité ne veut rien dire. La réalité, c'est que le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine ne peuvent pas payer la dette ou les titres qui sont négociables et qui ont accédé à la cote, à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique centrale. C'est ça les faits. Deuxièmement, le Cameroun. Le Cameroun, dort de la note de cadrage budgétaire que Paul Biya a signé à l'intention de ceux qui préparent le budget. Autrement dit, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'économie et de la planification. Dans cette note de cadrage budgétaire, le président camerounais demande à son ministre des Finances d'engager un dialogue avec les banques commerciales, qui sont les intermédiaires par lesquels les agents institutionnels ou les ménages ont acquis à la bourse de valeur, ont acquis les titres de l'État camerounais, notamment les obligations, et ces obligations-là qui sont cotées à la bourse, j'ai expliqué tout le processus dans la première vidéo. S'il y a des gens qui ne comprennent pas bien, ils peuvent aller regarder. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo en série. Donc le président camerounais demande au ministre des Finances de procéder au réchelonnement. Réchelonnement, ça veut dire que le gouvernement camerounais ne pourra pas payer les obligations qui arrivent à maturité. À maturité, ça veut dire quand l'État du Cameroun, par exemple, emprunte 200 milliards à la bourse de Douala, dit j'ai fait une levée de fonds de 200 milliards, je consens à payer des taux d'intérêt de 6% par an. Ça veut dire 1% c'est 2 milliards, 6% c'est 12 milliards. Ça veut dire tous les 6 mois, l'État paye les intérêts de 6 milliards de francs. Donc en un an, il paye 12 milliards. Et après 5 ans, il doit rembourser le principal qui est de 200 milliards. Or, l'État du Cameroun ne pourra pas payer le principal à l'échéance. Donc ce qu'il demande, c'est un réchelonnement. Ça veut dire que
on réécrit un nouveau contrat. Et si le taux initial était de 6%, les banques peuvent demander par exemple un taux de 9%, voire de 10%. Et avec un taux de 10%, les intérêts à payer annuellement, ce n'est plus 12 milliards, donc 6 milliards chaque semestre. Ça devient 20 milliards, donc 10 milliards chaque semestre. Et on réchelonne sur 5 ans supplémentaires le remboursement du principal qui est de 200 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que j'ai expliqué ça en français facile, parce que l'objectif ici, ce n'est pas de vous impressionner. L'objectif, c'est d'expliquer pour que le plus petit peuple ou bien la classe moyenne vraiment comprenne ça dans les familles, etc. Parce que c'est un enjeu national qui peut heurter très mal les familles et les petits entrepreneurs. Et ils ne s'en rendent pas compte parce que, bon, ils ne sont peut-être pas des techniciens de la chose. Et je leur conseille de ça. Donc, Paul Biya a demandé à son ministre des Finances, M. Luc-Paul Motazé, d'engager une négociation avec les banques pour surseoir au paiement du principal arrivé à échéance et de procéder à un réchelonnement pour pouvoir différer le paiement du principal, mais augmenter le taux, c'est ce qui se fait dans le cadre d'un réchelonnement, pour rembourser, pour payer seulement les intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En français facile, ça veut dire que les États de la CEMAC, en l'occurrence le Cameroun, le Congo, la RCA, voire le Tchad, ne sont pas capables de payer leurs dettes. Ça veut dire de payer le principal et la totalité des intérêts. Pour l'instant, ils ne sont pas capables. C'est pour ça qu'ils demandent le différé de paiement. Le différé de paiement. Hein, dans le jargon, souvent au quartier, on parle de différé de paiement. Il faut qu'on s'entende bien. Ici, nous parlons de la dette libellée en francs CFA. D'abord, cette dette est libellée dans la monnaie locale, dans la monnaie domestique, qui est le franc CFA. Le système monétaire franc CFA existe. Il a une banque centrale qui est à la BEAC, il a des banques commerciales, il a le trésor public des États qui adhère à la BEAC, il a une législation, il a les institutions de contrôle, la COBAC, etc., etc., etc. On parle ici de la dette libellée en franc CFA. Première chose. Deuxième chose, on parle ici, et j'ai expliqué dans la première vidéo, vous pouvez aller retrouver, on parle ici de la dette, première chose, souscrite via les bons de trésor à la Banque centrale. Ça veut dire que les trésors publics du Cameroun, du Congo, de la RCA ont émis des bons de trésor et la Banque centrale, qui est une banque d'émission, procède à l'émission ou à la création de la monnaie pour racheter ces bons de trésor, en gros, injecter la liquidité dans le circuit économique. Donc, ces bons de trésor, beaucoup sont arrivés à échéance et nos États ne parviennent pas à rembourser, donc demandent un réchelonnement auprès de la Banque centrale. Première chose. Deuxième chose, il s'agit de la dette cotée à la bourse de Douala, donc vendue via des intermédiaires, donc de l'argent levé via des intermédiaires qui sont des banques. Je rappelle que quand on dit que, j'ai entendu une polémique, mais je l'ai clarifié sur mon mur Facebook, où les gens disent, quand on parle de dette levée à la bourse, je me suis demandé s'ils ont déjà lu le term sheet, ce qu'on appelle le term sheet d'une obligation. Si ils veulent, je peux poster le term sheet de l'obligation sur ma page Facebook Élisée Yonta en format PDF. Je peux faire un screenshot qu'ils lisent et s'ils ont des questions, ils vont me poser. Je vais répondre à cette question-là. Donc, ces obligations sont vendues à ce qu'on appelle des accredited investors. Ça peut être des ménages, ça peut être des entreprises, et ça peut être quand je dis des entreprises, ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être les banques elles-mêmes. Mais les banques commerciales qui sont agréées à la bourse et qui procèdent à la vente de ces titres font ce qu'on appelle la conservation de titres. Les titres sont cotés à la bourse. Donc, l'État, donc les banques ont acheté, les banques ont amené leurs clients qui avaient des dépôts dans leur banque à acheter. Donc, à l'arrivée, l'État n'est pas capable de rembourser le principal de ces obligations qui sont cotées à la bourse. Et quand l'État n'est pas capable de rembourser le principal de ces obligations qui sont cotées à la bourse, il a demandé le réchelonnement de ces obligations cotées à la bourse. Ça, c'est important. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça très bien. C'est de ça qu'on parle. Et non pas de la dette à la Banque mondiale, à la BEAC, etc., chez les bailleurs de fonds bilatéraux, qui sont souvent des dettes souscrites en devises étrangères. En l'occurrence, le dollar, l'euro, le yen ou d'autres devises. Il faut bien que la clarification ait son importance. Voilà. Donc, le Cameroun, la République du Congo, la République centrafricaine, le Tchad,
ne peuvent pas faire face aux échéances de remboursement de leurs dettes. Ils ont donc demandé ce qu'on appelle un réchelonnement, autrement dit un différé de paiement, au cours duquel ils vont continuer à payer des intérêts plus chers, mais ils vont payer le principal à la fin. Ça veut dire que si le Cameroun avait levé 200 milliards à la bourse, et avait dit 200 milliards à 6% sur 5 ans, c'est ce que j'ai expliqué, les 6% vont être calculés et le paiement est semi-annuel. Donc, 6% de 200 milliards, ça fait 12 milliards. Le gouvernement camerounais, au niveau du Trésor, le ministère de l'économie et des finances, va mettre ça dans les lignes budgétaires et va décaisser 6 milliards à tous les gens qui sont détenteurs des obligations. Ouais, 6 milliards de francs. Ça fait 6 milliards tous les 6 mois. En un an, ça fait 12 milliards de francs. Ça, c'est important. Maintenant, quand le Cameroun voit qu'il ne pourra pas rembourser les 200 milliards de francs à échéance, il va demander aux banques de réchelonner, donc d'augmenter la durée de paiement encore de 5 ans. Mais les banques vont demander en contrepartie dans la négociation, par exemple, d'augmenter d'un tiers le taux d'intérêt. Ça veut dire un tiers de 6%, ça veut dire 2%. De faire passer le taux de 2, voire à 9%. Et à 9% maintenant, il s'agira de payer 18 milliards, soit 3 milliards supplémentaires chaque année. Voilà comment est-ce que ça se passe. Voilà. Et faute pour le Cameroun de faire ça, il ne peut pas s'amuser comme il faut avec la dette intérieure. Quel est le pourcentage que vous me donnez? Le gouvernement camerounais va perdre, ou congolais ou centrafricain, va perdre totalement la possibilité de pouvoir accéder à la côte, de voir ses titres accéder à la côte. C'est de ça qu'il s'agit. Et même s'ils accèdent à la côte dans des conditions frauduleuses, les investisseurs peuvent décider de ne pas acheter ces titres-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la question que les gens m'ont posée, c'est quel est le risque que cela fait courir à notre économie? Dans une économie de marché, ça veut dire une économie où il y a la liberté de créer, la liberté d'entreprise, où il y a la loi de l'offre et la demande, etc., etc. Dans cette économie de marché-là, le crédit est comme le sang dans le corps. Le crédit, c'est comme le sang dans le corps. Si vous n'avez pas de sang dans le corps, vous mourrez. Même quand le taux de sang dans votre corps baisse, vous souffrez de ce qu'on appelle l'anémie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Cameroun d'abord voit très rapidement le crédit, si je puis dire ça, la liquidité des banques baisser très rapidement. Donc, ce qui va affecter le crédit bancaire. Le crédit bancaire, pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin du crédit bancaire. Vous avez ce qu'on appelle un cycle d'exploitation. Vous êtes un importateur. Vous importez par exemple les pneus pour camions que vous vendez à des entreprises de transport par bus climatisé entre Douala, Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc. Vous importez, vous payez votre fournisseur à 90 jours et vous vendez à votre client qui vous paye à 90 jours. La marchandise en transit reste en moyenne au magasin 30 jours. Ça fait 90 plus 30, ça fait 120 plus 90, ça fait 210. Donc un cycle pour vous, c'est 210 jours. Donc entre le temps où vous avez acheté, par exemple, si vous payez votre fournisseur comptant en Chine, généralement c'est comptant, et le temps où vous avez vendre et vous faire payer, par exemple, par votre client, mettons même à 180 jours parce que le client vous paye à 60 jours, ça fait 180 jours. Or, les 180 jours, vous ne pouvez pas attendre de payer comptant et de vous faire payer loin à 180 jours. Vous aurez des problèmes de rupture. Donc, vous êtes obligé de solliciter auprès d'une banque, par exemple, une ligne de crédit pour payer votre fournisseur en Chine. Et pendant que vous faites vos recouvrements, une ligne de crédit pour payer encore à nouveau votre fournisseur en Chine. Donc, les entreprises ont besoin de concours bancaires. Ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Les banques reçoivent des dépôts. Les dépôts des clients dans une banque, c'est ce qu'on appelle le passif. Dans la comptabilité d'une banque, les dépôts des personnes, c'est le passif. L'argent de votre dépôt dans une banque n'appartient pas à la banque. C'est votre argent. Donc, c'est inscrit au passif de la banque. OK? La banque a également dans son passif l'argent des actionnaires. Ce qu'on appelle common stock, généralement.
Mais elle a aussi les réserves, les bénéfices qu'elle a fait par exemple. Par contre, ça lui appartient. Bon. Quand la banque reçoit cet argent-là qui est inscrit dans son passif, la trésorerie, donc je rappelle, les dépôts des clients ne lui appartiennent pas. L'argent que vous mettez dans votre compte d'épargne, l'argent que vous mettez dans votre compte chèque, etc., etc. L'argent que vous achetez les bons de caisse. C'est pour ça que les banques sont contrôlées par la Commission des opérations bancaires en Afrique centrale. Parce qu'on ne peut pas les laisser faire n'importe quoi avec l'argent des autres. La banque dépose une partie à la banque centrale, c'est ce qu'on appelle les réserves. Ça, c'est inscrit à l'actif du bilan des banques. La banque dépose donc les réserves à la banque centrale. Je ne connais pas quel est le pourcentage, mais il faut regarder sur les notes de la BA. Mais la banque utilise également une partie pour donner des crédits. Voilà, ça peut être des crédits à l'État, c'est crédit commercial. Ça peut être l'achat des obligations de l'État, qui est aussi une forme de crédit. Et ça peut être les crédits aux entrepreneurs, donc aux petites entreprises, aux grandes entreprises, mais aussi aux ménages, hein, les crédits rentrées scolaires, etc., etc., etc. Les crédits pour l'immobilier, etc., etc. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous voyez, vous avez des crédits. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'État vient vendre des obligations dans une banque, la banque les achète, la banque l'achète avec les dépôts des personnes particulières. Une bonne partie. C'est-à-dire, elle prélève d'abord sur ses fonds propres, une petite partie, mais elle prend surtout les dépôts des personnes, l'argent que vous avez mis en bon de caisse à 3%, l'argent qui est dans votre compte d'épargne, etc. Votre compte est rémunéré à 3%, elle se dit, je vais emprunter à l'État parce que le coût de l'emprunt est faible. L'État prend 200 milliards d'un coup. Le coût de traitement du dossier, c'est le même que le traitement du dossier, celui qui veut 100 millions pour enlever son conteneur au port. Donc, la banque prête 200 milliards à l'État en faisant, comme on dit, l'assomption. Donc, le pari que l'État va rembourser dans 5 ans. Et donc, entre les 5 ans, la banque aura empoché, par exemple, si le prêt c'est à 6%, aura empoché, si elle s'est engagée à hauteur de 20 milliards dans l'affaire, elle va empocher 20 milliards, 10%, 2 milliards, 1%, 200 millions, multiplié par 6, ça fait, elle va empocher 1 milliard, 200 millions par an. Voilà ça. Et elle doit rémunérer sa clientèle à 600 millions, et 600 millions, ce sont son produit net bancaire qu'elle doit inscrire dans ses livres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, que se passe-t-il maintenant si l'État ne rembourse pas le principal à la banque? La banque, même si elle réchelonne à l'État, d'après la législation, en tout cas je ne connais pas la législation de la COBAC, mais d'après la législation aux États-Unis, la banque doit passer des provisions. Autrement dit, la banque, tout en maintenant les actifs, le crédit qu'elle a donné à l'État qui est un actif, elle doit remplacer la trésorerie que vous lui avez donnée dans son bilan par des provisions pour équilibrer son bilan. Autrement dit, votre argent est compromis. Votre argent, il y a un risque que votre argent ne puisse pas revenir demain. C'est pour ça que vous avez suivi la COBAC. Demandez aux banques commerciales camerounaises de tout faire pour pouvoir avoir des fonds propres qui couvrent la totalité des engagements qu'elles ont mis dans la dette. J'explique ça en français facile. Je ne veux pas citer les banques camerounaises, mais je suis financier de très haut niveau, du très très haut niveau, et je sais lire le bilan d'une banque. J'entraîne les gens pour l'association, ce qu'on appelle American Banker Association. ABA, voilà. Donc, je sais lire le bilan d'une banque. Ce qui se passe, quand vous lisez le bilan des banques camerounaises, vous voyez ça clairement parce que une des obligations légales des banques, c'est de publier leur bilan. Vous voyez ça clairement dans le bilan des banques. Une banque a reçu, par exemple, un total de bilan de 200 milliards. Dans son passif, la banque a un capital social de 10 milliards. La banque a des réserves de 20 milliards. Disons ça comme ça. Ça fait 30 milliards. Et la banque a reçu des dépôts de 170 milliards de francs de sa clientèle. La banque s'est engagée dans les obligations de l'État du Cameroun à hauteur de 40 milliards de francs. L'État du Cameroun arrive et demande un réchelonnement. Donc la banque doit passer des provisions de 40 milliards. Même si elle signe le réchelonnement avec l'État du Cameroun, la sincérité des comptes, en tout cas ici aux États-Unis, voudrait que la banque passe des provisions de 40 milliards de francs dans ses comptes.
Ça veut dire que cet argent est compromis. Il y a un risque que cet argent... Je dis ça pour nos parents, surtout nos parents Bamileke Grâce-Filant. Nous étions petits, nous avions, je ne sais pas moi, peut-être 5 ans, et nous avons vu les parents pleurer parce que la BIAO a fermé avec leur banque, parce que l'ONCPB est parti avec leur banque, parce que Cameroun Bank est parti avec leur argent, parce que Banque Cameroun de Développement, parce que Paribas, tous ces banques-là ont fermé, sont partis avec leur argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais on utilise les élites pour vous endormir. Ils ne vous disent pas la vérité quand ils viennent au village. On leur donne leur part. Et un matin, vous vous réveillez, on dit l'argent a fermé, votre argent est parti comme ça. Ça devient encore les pleurs. Les enfants commencent à aller se prostituer en route pour venir nourrir la famille à la maison. Ça devient un désastre. Ce qu'on appelle en anglais financial distress. Il dit ça pour nos parents bamileke. Dans les 200 milliards, si la banque a prêté 40 milliards de francs à l'État, ça c'est ce que vous ne voyez pas quand vous arrivez. Vous voyez le beau building, les gens en veste et cravate, les caissières qui servent les gens, mais vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Quand la banque a donné 40 milliards à l'État pour pouvoir couvrir ses engagements, pour pouvoir acheter les obligations, dont elle a placé les 40 milliards, les 40 milliards, à partir du moment où l'État les réchelonne, il ne peut pas payer. La banque doit passer des provisions. Et quand elle passe des provisions de 40 milliards, ça remplace le dépôt que vous avez fait dans sa comptabilité. Malheureusement, sur les plateaux de télévision, on ne vous montrera pas ça. Ça remplace le dépôt que vous avez fait dans sa comptabilité. Les provisions de 40 milliards. Ça veut dire que les 40 milliards d'actifs qui correspondent au titre de l'État, les obligations, cotées à la bourse, qu'elle a achetées, sont déjà compromis. Et que dit la COBAC? La COBAC dit, monsieur le banquier, si vous avez 30 milliards de francs et que vous avez 40 milliards de créances compromis parce que vous avez fait des affaires avec l'État, nous vous prions de procéder à une augmentation de capital pour avoir des fonds propres qui passent à 40 milliards. Autrement dit, vos fonds propres doivent couvrir les provisions que vous avez passées parce que l'État ne parvient pas à vous payer. Et si demain l'État est incapable de vous payer, vos provisions, vos fonds propres là vont servir en premier à payer les personnes à qui vous avez prêté de l'argent. Les personnes qui ont fait des dépôts chez vous pour que vous puissiez. Donc, ça veut dire que si les gens arrivent et disent au guichet, je veux mon argent, que vous soyez capable d'enlever les 40 milliards pour leur donner leur argent, effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Et la COBAC est dans son rôle, je trouve. Elle est dans son rôle. C'est pour protéger les gens. Ici aux États-Unis, c'est plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle le FDIC, le fonds de dépôt, le fonds d'assurance et des dépôts des personnes dans les banques. C'est lui-même qui contrôle, même avant que la banque centrale n'arrive. Et lui, il contrôle toutes les semaines. Toutes les semaines, je dis bien. Il contrôle toutes les semaines. C'est pour ça que le système bancaire américain, beaucoup de gens viennent déposer leur argent, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça, parce que le contrôle est tellement draconien que ça rassure les gens qui déposent leur argent. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, il y a un risque. Quand l'État dit, je ne suis pas solvable, je ne peux pas payer. Voilà. Hein? Donc, le crédit bancaire, j'explique encore, c'est l'argent, les dépôts des personnes que vous faites. C'est inscrit au passif de la banque. Mais quand il est donné comme prêt, il est inscrit dans les actifs de la banque. Ça veut dire que quand vous déposez, c'est le passif, la banque vous doit. Mais quand la banque prête dehors, on doit à la banque. Donc, elle inscrit ça au crédit, à l'actif. Mais si, à échéance, selon les termes du contrat, ce qu'on appelle le term sheet pour chaque obligation, la banque ne parvient pas à payer, cette créance est compromise, la banque doit passer des provisions. Et quand la banque passe des provisions, la COBAC doit veiller, et c'est ce qu'elle a fait, à ce que l'ensemble des provisions-là, dont les fonds compromis qu'elle a prêtés à l'État, soient couverts par vos fonds propres. Donc, vous avez vu, il y a des banques au Cameroun qui ont procédé à une augmentation de capital. Mais comme les journalistes camerounais, c'est des fils de pute, je pèse mes mots, et on leur donne un peu d'argent, ils vont écrire n'importe quoi dans les journaux pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc ça c'est important. Et je tenais à faire cette clarification. Donc ça réduit le taux de liquidité des banques. Parce qu'à partir du moment où une banque passe une provision, par exemple, de 40 milliards, et que la COBAC lui demande de procéder à une augmentation de capital de 40 milliards, ça veut dire que techniquement, elle ne peut pas prêter au-delà. C'est que les fonds propres, en réalité, ne sont plus de 40 milliards. Les fonds propres, c'est zéro. Parce que les 40 milliards que vous avez en capital social et en réserve servent à couvrir les prêts que vous avez dehors. Donc, vous avez
J'ai vu les banques, d'autres procéder à une augmentation de capital pur par leurs actionnaires, une banque nigériane. J'ai vu une autre banque qui est basée au Togo procéder à une levée de fonds sous forme d'obligations convertibles en actions. C'est la même chose. C'est une augmentation de capital, mais avec un autre épée Damoclès qui est sur la dette, une dette, parce que peut-être qu'elle fait l'assumption que l'État va absolument rembourser. Donc, le consommateur doit être vigilant. Je dis ça à nos parents. Donc, je vous ai dit, dans la dernière vidéo que je ferai, je vous expliquerai comment on s'y prend. On diversifie le placement de ces dépôts pour éviter le risque. Ça, c'est très important. Hein, nos parents, ne retombez plus dans ce qui s'est passé. Bon, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est la baisse du crédit bancaire, tout simplement. Parce que il y a les ratios de balles. Les banques doivent prêter, je crois, c'est 3 fois ce qu'elles ont comme fonds propres. Ça veut dire que si une banque a 40 milliards de fonds propres, son encours de crédit bancaire à l'extérieur ne peut pas excéder 120 milliards, par exemple, hein, au mois. Je ne sais pas si c'est au mois, au trimestre ou au semestre. Je ne connais pas toute la réglementation COBAC. Elle ne peut pas aller au-delà de 120 milliards. Mais si maintenant cette banque-là passe de très grosses provisions parce qu'elle s'était engagée dans les emprunts obligataires à hauteur de 20 milliards de francs, par exemple, et qu'elle a 40 milliards de fonds propres, donc son capital social et ses réserves, ben, ce que cette banque-là va faire, c'est qu'elle ne peut plus emprunter que 20 milliards qui sont ses fonds propres à ce moment, multiplié par 3, donc 60 milliards. Donc, vous voyez, il y a un rabot de 50% de crédit, à moins que cette banque procède à une augmentation de capital, par exemple, pour passer de 10 milliards à 20 milliards, par exemple, ce qui lui donnerait des fonds propres de 30 milliards, dont lui donnerait la capacité d'emprunter 90 milliards. Mais dans un cas comme dans un autre, il y a une baisse du crédit, il y a une baisse de la liquidité dans les banques. Ça, c'est important. C'est les faits, il faut le dire. Maintenant, ça gêne aussi la croissance économique, parce que moins il y a de crédit à l'économie, moins il y a de crédit aux PME, moins il y a de crédit aux TPME, moins il y a de crédit aux grandes entreprises, par exemple pour payer leurs sous-traitants, etc. Moins il y a de crédit pour les collectivités locales, par exemple pour construire un marché local et permettre que les gens vendent. Moins il y a de crédit pour un entrepreneur, par exemple, qui fait du transport entre Douala et Yaoundé pour acquérir un nouveau bus en crédit bas, etc. Moins il y a de crédit pour ces entreprises-là. Donc, moins il y a de crédit pour ces entreprises-là, ben, moins il y a d'impôts à payer à l'État. S'il y a un rétrécissement sur le marché de crédit, il y a aussi moins d'impôts à payer à l'État. Ça, c'est net, c'est clair, c'est net. Il y a moins d'impôts à payer à l'État. Et à partir du moment où il y a moins d'impôts à payer à l'État, ben, les ressources financières de l'État, par exemple, si l'État faisait des prévisions de 4 500 milliards de ressources propres par an et d'emprunter, par exemple, 2 500 milliards pour avoir un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 700 milliards, s'il y a une baisse des recettes fiscales de 500 milliards, par exemple, de projection, ben, la conséquence, c'est que quand il y a une baisse de 500 milliards, il faut s'endetter encore plus, alors qu'on n'arrive pas déjà à payer la dette. Donc, on entre dans un cycle qui vous emporte. C'est comme si vous êtes dans une mare d'eau qui, voilà, un torrent, et le torrent vous emporte, ça vous balade de rive en rive jusqu'à ce que vous allez vous noyer dans la rivière. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je le dis, ça, c'est... Comme j'ai dit dernièrement, je suis très strict maintenant. Hein, si vous venez écrire des bêtises, je vous bloque immédiatement. Mais je dis ça parce qu'il faudrait que nos frères comprennent bien. C'est ce qui est en train de se passer. Hein? D'ailleurs, je suis content que nous faisons ces présentations parce que j'ai vu très rapidement que le gouvernement camerounais, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la COSUMAF, etc. ont sollicité un journal camerounais d'organiser la semaine de la finance. Ils vont prendre la parole pour clarifier. Mais je pense qu'ils vont clarifier en racontant des mensonges. Quand ce qu'ils vont dire, regardez bien ce qu'ils vont dire et comparez avec ce que je dis dans ma vidéo. Et regardez le bilan des banques, allez sur le site de chaque banque, regardez les bilans qu'ils ont publiés, vous allez voir. À partir du moment où l'État réchelonne et ne paye pas, il n'y a pas d'optimisation de la trésorerie. Il y a que l'économie s'effondre à petit feu. Ce qui invite les gens, les usagers de nos établissements de crédit à plus de prudence. Je ne dis pas que ça va fermer d'un jour, ce n'est pas ce que je dis. Parce que je vous expliquerai les mesures correctives que peut prendre la Banque centrale, encore que la Banque centrale n'a pas d'influence réelle. Comme par exemple dans des pays comme celui-ci,
Le gouverneur de la Banque centrale, c'est un petit fonctionnaire nommé par les chefs d'État. Et si Sazad a fait beaucoup de bruit, ils peuvent le dégager. Voilà, c'est ce qui est problématique dans cette affaire. Donc, il y aura forcément une baisse des investissements. Il y aura une baisse des recettes fiscales à payer. Et à partir du moment où il y a une baisse des recettes fiscales à payer, l'État va recourir davantage à l'emprunt pour pouvoir équilibrer son budget. Donc, ça fait un problème. Je pense aussi que si les ressources de l'État, si on fait ce qu'on appelle forecasting, ça veut dire les projections, les prévisions à des méthodes, je suis sur le téléphone portable, donc je ne peux pas vous montrer ça, sinon je vous aurais montré ça sur une feuille de calcul Excel, avec ce qu'on appelle le financial modeling. Mais si on fait des prévisions et qu'on s'aperçoit que l'État ne peut pas rembourser, ben, la conséquence c'est que si l'État ne peut pas rembourser les acteurs qui lui ont prêté de l'argent à l'intérieur du pays, par le même fait, comme on disait quand on était au lycée pour s'amuser, ipso facto, l'État ne pourra pas payer la dette extérieure, la dette que nous devons à la Chine, la dette que nous devons à la Banque mondiale, la dette que nous devons au Fonds monétaire international, la dette que nous devons à la Banque africaine de développement, la dette que nous devons à la Banque islamique de développement. Et ne pourra par le même fait pas payer la dette qu'il doit à d'autres pays, hein, les dettes bilatérales, à l'Agence française de développement, à la DEG allemande, au FME hollandais, etc., etc. Ça fait problème. C'est problématique, ça fait vraiment problème. Donc, je pense qu'il est temps que nos États adoptent des mesures correctives, et essaient de travailler pour essayer de régler ces problèmes-là. J'en parlerai dans les prochains directs. Mais cette présentation, c'est pour vous dire aux usagers, soyez prudents. Je n'ai pas dit allez enlever votre argent dans les banques, mais soyez prudents. Comme je l'ai dit la dernière fois, si j'étais au Cameroun, j'avais 50 millions, je m'arrangerais à mettre 5 millions dans 10 banques. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que si ça va mal, on va plafonner les retraits. On va dire retrait plafonné à 1 million par mois. Donc alors, si mon argent est dans 10 banques, je suis sûr que tous les mois, je peux retirer 10 millions. Et si j'ai un peu de chance, que ça se casse pas la gueule avant 6 mois, en 6 mois, j'aurais retiré tout mon argent. Alors que, si j'avais mis tous les 50 millions dans une banque, si on plafonne le retrait à 1 million, je vais commencer à retirer 1 million par mois. Il faut 50 mois, donc il faut 4 ans. En 4 ans, ce sera déjà cassé la gueule, ce sera fermé. Ça, il faudrait que les gens entendent ça bien. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que la Biao est partie avec l'argent de nos parents, de nos grands-parents. C'est comme ça que les Cameroun Bank sont partis avec l'argent de nos parents et nos grands-parents. Des parents qui avaient à Pénja 2 pick-up double cabine devant leur cour sont morts dans le carabout parce qu'ils avaient même vendu la maison pour aller au fin fond du village. Ils dormaient dans le carabout où on pouvait les voir quand on passait en route. Ils sont morts pauvres, la bouche ouverte. Il ne faut pas que la génération qui est là se fasse prendre au piège dans les mêmes circonstances. Je n'attaque personne, je n'attaque pas l'État, je ne dénigre personne. S'il y a des gens qui pensent que ce que j'ai dit est, voilà, qu'ils amènent les faits sur le mur là, et Facebook, Élisée Yonta, et on va leur répondre gentiment. Attention, parce que le moins d'insultes, je vous mets hors d'état de nuit tout de suite. Je vous bloque. Donc, vous pouvez lire, mais vous ne pouvez plus commenter, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez rien. Et notre page est bientôt certifiée, donc vous ne pouvez pas signaler. J'espère qu'on s'est fait bien entendre. Voilà. Parce que les bons comptes font des bons amis. Voilà, ma présentation s'arrête ici, là. Et la série va se poursuivre. Donc, la série va se poursuivre demain. Nous allons poster la série sur la suite, comprendre le processus de rééchelonnement. Pourquoi est-ce que l'État rééchelonne la dette, hein? Je vais revenir encore dessus. La répétition, elle a mis la mémoire. Je vais parler du revenir encore sur ce que j'ai dit là, le cash management. Je vais encore bien expliquer ça et je vais parler du plan de sauvetage des banques commerciales. Voilà. Je vais parler du plan de sauvetage des banques commerciales. Comment est-ce que la COBAC peut faire pour pouvoir envisager un sauvetage des banques commerciales. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine et partagez la présentation. Envoyez-les à vos parents. Envoyez-les à vos amis pour que les gens puissent au moins être sur leur garde et ne se laissent pas surprendre comme ça là. Et voilà, s'il y a des questions posées, allez sur la page Facebook Élisée Yonta, posez les questions, on va vous donner plus d'éclaircissements. Dans la courtoisie, parce qu'en cas d'insulte, je vous bloque. On n'a pas le temps de
de débattre là. On laisse la place à ceux qui veulent apprendre quelque chose. Le reste là peuvent circuler, voilà. Donc, partagez la présentation. Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé. Ça permet à YouTube de la recommander au plus grand monde. Et surtout, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner massivement sur notre chaîne, car c'est la chaîne du savoir. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye.